Ok, donc la première chose avant que vous passiez aux questions, c'est vous expliquer un peu comment tout va fonctionner. Donc, je vais faire une différence avant tout ça, après tout ça. Hop là. Avant tout ça, à part cette semaine-ci, on était en présentiel. Et donc, vous aviez des activités sur Moodle et puis les cours normaux. Ce qu'on va compter dans avant tout ça, c'est le SI, l'algèbre vectorielle, la statique et la cinématique. Après tout ça, comment ça va fonctionner? Vous aurez par semaine une fois 2 heures de libre et vous aurez une fois 2 heures de live. Comment ça va marcher? Dans le livre, ce seront des activités à faire sur Moodle. Alors, des activités, j'ai noté simples. C'est-à-dire, ici, on n'aura que 2 heures par semaine où on se voit, parce qu'on ne peut pas vous en mettre plus pour certaines raisons. Du coup, il faut essayer de rentabiliser ça et on va vous demander de préparer à l'avance des choses chez vous. Maintenant, préparer chez vous, c'est un peu difficile parce que si vous êtes bloqué à un moment, bah, vous allez être démotivé. Et ça, on veut éviter à tout prix. Et donc, on va essayer de fonctionner chaque fois avec des petits principes de une capsule vidéo qui vous explique quelque chose, qui résout par exemple un exercice simple. Et puis, on vous demande de faire quasi la même chose vous-même dans un exercice et d'avancer comme ça pour vous mettre en confiance, pour voir vraiment tout ce qui est les bases nécessaires pour réussir les exercices. Du coup, le live, il sera séparé en 2 parties. Il y aura des questions-réponses sur la matière, mais en particulier sur le livre. Donc, est-ce que vous avez réussi à faire tous les exercices? Qu'est-ce qui n'a pas été? Est-ce que vous voulez qu'on réexplique certaines parties, etc. Et après, il y aura 1 ou 2 exos de type examen, c'est-à-dire des exercices plus compliqués. Donc, vous voyez qu'après tout ça, comme on est en distanciel, on va partir dans un mode où c'est crucial que vous prépariez le travail à domicile. Sinon, on n'arrivera jamais à avancer assez vite. C'est vraiment important que vous prépariez tout ce que vous devez faire. Du coup, on va un peu changer notre manière de coter les choses. Ce que vous devez faire sous Moodle avant tout ça, ça comptera jusqu'à 2 points bonus. Et donc, ce que j'entends par avant tout ça, c'est le SI, la géovectorielle, la statique et la cinématique, qui n'est pas fini. On va encore ajouter des activités à faire. Mais donc, tout ce qui sera mis avant tout ça, on va encore mettre des choses cette semaine-ci, on vous préviendra quand c'est fini. Ça, si vous faites tout à 100%, vous avez 2 points bonus. Si vous faites qu'une partie ou quoi, on verra ce qui est plus important, moins important. Vous aurez peut-être 1,5 point ou 1 point ou 0,5 point bonus. Monsieur, Merci. Oui, juste Ces une question. activités, Ah, vas-y, Arthur. ces activités, elles sont fermées quand, en fait? alors on vous préviendra quand on le fera, mais ce sera fermé tard. C'est-à-dire sans doute début janvier. À mon avis, ce sera fermé la veille de l'examen, quelque chose comme ça. Ça va, merci. Et quand j'entends fermé, sachant qu'il y a des étudiants qui auront une seconde session, une seconde chance, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, j'irai prendre l'état actuel d'avancement de chaque étudiant pour calculer ses points bonus. Mais ça ne veut pas dire que le test sera fermé, ça veut juste dire qu'après, je n'irai pas regarder si vous l'avez fait ou pas. Je dirais juste, ben, à tel moment, voilà, telle personne est là 1,8 points bonus. Point. Ce que vous faites après, ça ne m'intéresse pas. Et à mon avis, le moment où je bloquerai ça, ce sera la veille de l'examen, à mon avis. Ça va, d'accord. Si jamais il y a un changement, parce que c'est une discussion à 3, hein, on est une équipe de 3 profs,
dans tous les cas, vous serez prévenu bien à l'avance. On vous dira jamais, ah, attention, c'est pour demain. Vous aurez toujours le temps. Mais a priori, vous êtes tranquille parce que chacun a son rythme d'études. Je sais bien qu'il y en a qui préfèrent étudier avant un examen, d'autres qui préfèrent étudier tout au long de l'année. Moi, je vous conseille plutôt d'étudier tout au long de l'année pour pas prendre du retard. Surtout que maintenant, vous allez avoir les activités d'après Toussaint qui vont prendre encore plus de temps. Donc, vous avez le temps, mais prenez pas trop de retard non plus. Il y avait une deuxième question ou c'était ça aussi? Oui, c'est moi, c'est pour une deuxième question. Je sais que dans les interros, par exemple, enfin, les interrogations sur les pentes, ou les pentes, les plans inclinés, des trucs comme ça, je les avais faites, mais j'avais pas eu le maximum. Du coup, dans ma barre des tâches, ils me mettent toujours en bleu et pas en vert. Je dois refaire le questionnaire jusqu'à avoir 100%. Alors, voilà. Donc là, ça va justement être la différence avant tout ça, après tout ça. Avant tout ça, c'était vraiment des points bonus. Si vous le ratez, ça ne vous donne pas de malus. Si vous le réussissez, c'est vraiment des points en plus. Et donc là, on avait considéré qu'il vous fallait le 100%. Et qu'il fallait essayer jusqu'à ce que vous ayez vraiment réussi l'exercice, pas juste essayer de le faire. Donc pour répondre à ta question, oui, il faut que tu le fasses en ayant juste partout. C'est pour ça que Ok, je vous ça va. conseille aussi de noter vos réponses intermédiaires et tout. Sachant que si vous n'arrivez pas à avoir juste partout, vous pouvez m'envoyer un mail en disant, tiens, monsieur, j'ai fait ça comme ça, je comprends pas, qu'est-ce qui va pas, il faut vraiment pas hésiter. Après tout ça, c'est vraiment très important pour nous que vous fassiez le libre. Sinon, en 2 heures de live, enfin, si on arrive et qu'il n'y a aucune question, que vous n'avez rien fait, on n'arrivera jamais à avancer. Et donc, ceci, ça comptera pour une cotation permanente. Une cotation permanente, ça veut dire quelque chose qui s'évalue tout au cours du quadrimestre. C'est opposé à une cotation de fin de quadrimestre qui serait un examen pour 30%. Alors, ce 30%, il vient d'où? Rappelez-vous, normalement, vous aviez une interrogation qui comptait aussi pour 30%. Ben, cette interrogation, on a décidé de l'abandonner. Donc, vous n'allez pas avoir cette interrogation-là, a priori. Si jamais, mais on n'y croit pas du tout, si jamais on déconfinait après le 16 novembre, alors là, on a le temps de l'organiser, on l'organiserait juste après. Vous serez prévenu évidemment, mais on vous préviendra dès qu'on sera au courant. Encore une fois, on vous dira pas vous avez un terreau demain, on vous laissera au moins grand minimum une semaine et idéalement 2. Euh, mais on n'y croit pas. Et donc, a priori, il nous manque 30% des points. Et on a décidé, plutôt que de dire que l'examen de janvier, ce serait 100% des points, de dire que les 30% de l'interro, bah, ce sera sur votre travail après tout ça, sur ce que vous avez fait en libre. Sachant que là, c'est pas du tout la même chose. C'est un travail de préparation pour un live, alors que l'autre, c'était vraiment des points bonus. Et on considère qu'un travail de préparation, bah, on n'a peut-être pas le temps d'avoir quelque chose de parfait. Il y a peut-être des parties qu'on comprend moins bien. C'est pour ça qu'il y a les questions-réponses. Et donc, là, ce sera beaucoup plus soft. On ne sait pas encore comment, mais imaginons, ce sera peut-être, si c'est un exercice très compliqué, juste ouvrir l'exercice, et voilà, vous avez vos points. Si c'est un exercice assez simple, plutôt que de demander d'avoir parfait, d'avoir au moins 5 sur 10, par exemple. Juste dire que vous avez au moins essayé d'avoir quelque chose de potable, mais pas nécessairement le maximum, et ainsi de suite. Donc après tout ça, je répète, vous avez 2 heures de travail à domicile. Alors ces 2 heures, c'est 2 heures pour un étudiant moyen. Si vous avez facile pour le cours de mécanique, ça devrait vous prendre peut-être 1 heure. Si vous avez du mal, vous aurez peut-être besoin de 3 heures pour préparer. Si vous préparez ça correctement, vous aurez déjà 30 sur 100 à l'examen de janvier. Ça compte pour 30% des points. Sachant que ce sera plus facile à obtenir que les points bonus. Et après, vous avez le live où vous posez toutes les questions que vous avez sur le cours et ce que vous avez fait en libre. Et puis ensemble, on résoudra 1 ou 2 exercices plus longs qui prennent parfois 40 minutes en classe tous ensemble. Ça, c'est pour la structure. Et du coup, l'interrogation, pour l'instant, considérez qu'elle est abandonnée. On va pas vous la donner. On a hésité, mais on se dit, allez, si jamais par un miracle, mais voilà, on n'y croit pas trop, si jamais par un miracle, on déconfine mi-novembre, alors on vous dirait peut-être, ah ben le 30 novembre, vous avez une interrogation de mécanique que vous n'avez pas su avoir. Mais n'y comptez pas trop quand même. Maintenant, bon, elle est déjà imprimée, donc si on sait l'employer, ce serait bien. Et si on déconfine pas, monsieur, vous la remettrez quand même pour pouvoir nous préparer pour l'examen de janvier, ou bien alors il n'y aura pas ça à l'examen de janvier, il y aura juste l'énergétique, la dynamique et la cinématique. Vous aurez tout à l'examen de janvier.
La seule chose qui est un peu ennuyante, c'est que habituellement, ces 2 premiers chapitres-ci, le ci et l'algèbre vectorielle, comme c'est des petits chapitres, on posait ça qu'à Toussaint. Parce qu'en 2 heures, on n'a pas le temps de poser tout. Et là, je sais pas ce qu'on fera. Peut-être qu'on en posera dessus, peut-être pas. Ça, il faut que je discute avec mes collègues. Moi, je serai du coup pour quand même poser des questions dessus en janvier. Mais alors, vous aurez plus de questions, mais elles seront toutes plus petites. Ça répond à ta question, mais dans tous les cas, tout est à connaître, hein. Cette partie-là, comme ici, oui, j'ai oublié de le mettre. Après tout ça, la matière, c'est la dynamique et l'énergétique. Et si on redéconfine et qu'on passe en présentiel après Toussaint, ça reviendra comme avant Toussaint pour la cotation, etc. ou pas? Ça dépend quand on déconfine. Imagine qu'on déconfine pour une semaine. Ouais, Non. Si on déconfine le 16 novembre, alors on fera peut-être ouais, ça va. c'est 20% pour ceci et 10% pour ceci, quelque chose comme ça. Ça c'est voilà, là on ne sait pas prédire l'avenir. Maintenant ouais, on ne sait pas prédire l'avenir. Ok, ça va. C'est pour ça que là voilà, on fait 2 scénarios de base, soit on déconfine très tôt et alors l'interro revient, mais franchement n'y croyez pas trop. Soit on déconfine tard, ce qui a le plus de chances d'arriver, et alors c'est le scénario que j'ai écrit ici. En tout cas, les premières semaines, ça va se passer comme ça. Après, on verra si on peut revenir, si on peut pas revenir. Ça va pour tout le monde? Monsieur, Oui? ça veut dire alors, comme c'est notre IPSO, on a mis votre interrogation à décembre, on doit plus le faire alors. Dans les personnes, l'interrogation est en décembre? Quand j'ai consulté mon IPSO, on a mis l'interrogation des mécas le 14 décembre. Ok, à mon avis, c'est juste une date aléatoire pour l'instant. Prenez pas ça trop au sérieux. À mon avis, c'est juste que comme elle est reportée pour l'instant et pas abandonnée vraiment, euh, elle a été mise là, mais on verra. Ça, c'est pas du tout dit qu'elle soit maintenue. Ok, ça va. À mon avis, c'est juste pour des questions dans le logiciel plutôt que l'enlever, comme on a dit qu'on la remettrait peut-être. Ils se sont dit qu'ils allaient la mettre plus tard et point. Mais pour l'instant, partez du principe qu'il n'y aura pas cet interro. Mais on vous tient évidemment au courant si jamais c'est maintenu ou pas. Est-ce que vous avez d'autres questions sur comment ça va se passer, sur votre travail? Non? Ok. Alors, je vais encore insister, surtout comme c'est les premiers cours, n'hésitez vraiment pas à m'interrompre, surtout que là maintenant je vais me lancer dans la matière. Vraiment, vraiment pas à m'interrompre comme vous le faites maintenant avec vos questions, c'est parfait. Euh, voilà, ça me dérange pas que ça aille encore plus doucement que quand on est en cours. Parce qu'en cours, je peux juger à votre tête si j'avance trop vite ou pas. Ici, j'ai aucune idée, donc on prend le temps qu'il faut, il n'y a vraiment pas de souci. Posez toutes les questions qui vous passent par la tête. Euh, voilà, pas de souci. Ok, alors du coup, on va passer à la dynamique. Ce qu'on avait déjà fait en fait, hein. On en avait déjà pas mal parlé avec l'accélération centripète. Ben, il y avait des forces qui créaient cette accélération. Quand on a vu la voiture qui freinait pour s'arrêter sur 30 mètres, pareil. Mais donc ici, on va vraiment plonger à fond dans ce chapitre et on va continuer à faire un peu de la cinématique avec. Donc la dynamique, c'est quand la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Donc ça veut dire que dès qu'il y a des forces sur quelqu'un, mais ce qu'on appelle une force résultante, c'est-à-dire la somme des forces, si cette somme ne vaut pas 0, alors j'ai une accélération. Mais vous voyez que cette accélération, il y a la masse qui vient jouer devant. C'est ce qui explique pourquoi, si vous avez un ballon de foot, bon, je vais essayer de faire ça comme ça, c'est des hexagones normalement, mais hop, voilà, et je viens shotter dans mon ballon de foot, mon ballon de foot, il va partir assez vite. Si je prends une balle de bowling et que je viens shotter dedans, là, vous savez que votre balle de bowling, elle ne va pas aller très loin. Pourtant, je donne la même force. Ici, je viens taper avec une force F. Ici, avec la même force F.
Mais la masse est très différente. Ici, m est beaucoup plus petit que la masse de bowling. Et donc l'accélération de ma balle de bowling va être beaucoup plus petite. Elle va peut-être faire un petit saut comme ça, alors que mon ballon de foot, il va partir très loin. Ça, c'est le rapport entre la force et l'accélération. C'est quoi le rapport? C'est la masse. Plus quelque chose est massif, plus pour la même force, il va bouger doucement. Ceci, c'est pour les translations. Mais on a aussi pour les rotations. Rappelez-vous, en statique, on faisait aussi la somme des moments de force. Et cette fois-ci, ce sera égal à I fois alpha. Alors, alpha, c'est l'accélération angulaire. D'accord? Et on avait un lien. C'est que l'accélération tangentielle, c'était égal à l'accélération angulaire fois le rayon. Si je vais trop vite, si je vous parle chinois, n'hésitez pas. Et I. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est I? Non. Non? Ok. Alors, Une I, c'est ce qu'on... intensité? Ça pourrait être l'intensité du courant, mais ici, ça n'aurait pas trop de sens. C'est ce qu'on appelle Le mouvement? le moment d'inertie. Ah ouais, c'est ça. Parfois, pour faire plus court, pardon, on parle juste d'inertie. C'est quoi le moment d'inertie? Ben, on va regarder cette formule-ci et se rappeler que M, c'était à quel point ça va être dur d'accélérer. Vous voyez, ici, si je veux donner une accélération de 1 mètre par seconde carré, donc si je veux que A vale 1 mètre par seconde carré, si ma masse vaut 1 kg, ça veut dire que ma force, elle doit valoir 1 newton. D'accord? Si j'ai une accélération de 1, une masse de 1. Par contre, si ma masse vaut 10 kg, pour donner la même accélération, ma force, elle doit être 10 fois 1, elle doit être de 10 newtons. Et là, l'accélération est la même, c'est toujours 1. Et donc, plus mon objet est massif, plus il va falloir pousser fort pour le faire accélérer. Pas pour rien que c'est plus facile de bouger une petite auto en plastique qu'une vraie auto de 800 kg. Eh bien, I, c'est la même chose que la masse. I, c'est à quel point c'est dur de faire tourner un objet. Sachant que la masse, c'est à quel point c'est dur de faire avancer un objet. Alors, I, ça dépend de deux choses. Ça dépend de la masse de l'objet et de sa répartition au carré. C'est-à-dire, si jamais je prends une barre et que je mets deux poids ici, un à droite, un à gauche, ben, que ici j'ai une distance d'1 mètre par rapport au centre, et que là j'ai 1 kg et là j'ai 1 kg, mon inertie, ça va être quoi? Ça va être ma première masse. Celle-ci, c'est la masse 1 kg fois la distance. Alors je vais changer un peu les chiffres en fait. Comme ça vous voyez bien de quoi on parle. Je vais mettre 2 kg ici et on va mettre 0,5 m. Hop, ça va être 2 fois 0,5 au carré. Et l'inertie de ma masse 2, ça va être aussi 2 fois 0,5 au carré. Et donc ici, je pourrais dire que c'est la somme de où se trouvent les masses par rapport au centre. Et donc j'ai que mon inertie, c'est égal à l'inertie de 1 plus l'inertie de 2.
Ce qui fait 2 fois 1/2 au carré plus 2 fois 1/2 au carré. Alors, on ne vous demande pas de connaître cette formule, mr carré, parce qu'elle va dépendre chaque fois de la forme de l'objet. Ici, j'ai un objet avec ce qu'on appelle des masses ponctuelles. Vous voyez, j'ai une grosse masse ici à gauche et j'ai une grosse masse ici à droite. Mais dès que je vais avoir des objets différents, par exemple si j'ai une poulie, c'est-à-dire un cercle plein, ça son moment d'inertie, c'est mr carré sur 2. Si j'ai un cylindre, ça va être encore autre chose. Et donc le moment d'inertie, il change en fonction de la forme de l'objet. Donc on ne va pas vous demander de les connaître. On pourrait Ça vous alors, à demander... l'examen ou un exercice, quoi, vous allez les donner? Voilà, donc à un exercice, on va toujours vous donner la valeur de i. Soit la valeur, soit la formule de ce i-là. Donc, vous ne devez pas les connaître. Par contre, j'aimerais bien que pour votre compréhension, vous sachiez que le moment d'inertie, ça dépend toujours de la masse et de la répartition de la masse, c'est-à-dire du rayon. Que vous sachiez par exemple, et ça c'est quelque chose qu'on comprend, que si vous prenez une patineuse artistique, si elle a les bras le long du corps, si elle se tient dans ses bras, ici vous voyez que la distance des bras à son axe de rotation est petite. Donc ici son moment d'inertie, il est petit. Pourquoi? Car R est petit. La répartition de la masse est petite. Par contre, si mon patineur artistique tend les bras, ici, I est grand, car R est grand. Je ne vous demande pas d'être capable de trouver la formule générale, mais juste d'être conscient de ça. Conscient de l'inertie, c'est quoi? C'est à quel point on est massif et à quel point cette masse est loin du centre. D'accord? Donc, à retenir, I dépend de la masse et de à quel point la masse est loin de l'axe de rotation. Ça, c'est tout ce que je vais vous demander de retenir. Même la formule somme des MI RI carré, ça ne m'intéresse pas que vous la reteniez. Alors, à force, on va avoir énormément de poulies. Et les poulies, l'inertie, c'est ce que j'ai écrit ici. C'est mr carré sur 2. Donc, vous allez finir par le connaître par cœur. Mais ce n'est pas matière. En soi, il y a des tables pour ça. Donc, si plus tard vous vous posez la question, vous pouvez toujours aller chercher une table. Et donc, quand on dit qu'un objet a un grand moment d'inertie, ça veut dire qu'il va être dur à faire tourner. Que pour un même moment de force, il va commencer à bouger doucement. Le moment d'inertie, vous voyez que c'est par rapport à l'axe de rotation. Alors, je vais prendre là. Je vais arrêter le partage d'écran un instant. Voilà, comme ça, normalement, vous devez voir ma tête un peu en plus grand. Je prends ma calculette, d'accord? Ma calculette, je peux la faire tourner de plusieurs façons. Je peux la faire tourner comme ça. À ce moment-là, l'axe, il est selon mon doigt, ici. Oups, il n'arrive pas à trouver ma tête. Attendez, on va enlever le flou derrière, parce que sinon, vous voyez juste rien. Hop. Voilà, ce sera mieux. Donc, là, je peux faire tourner ça autour de cet axe-ci. Et alors, vous voyez que dans ce cas-là, le moment d'inertie, il est grand. Pourquoi? J'ai une assez grande distance ici. Par contre, je pourrais faire tourner ma calculette comme ça. Et là, vous voyez que mon moment d'inertie, il est plus petit. Parce que mon axe, il vient où est mon doigt. Donc j'avais ça. Je pourrais aussi faire tourner
Ça, enfin dans plusieurs sens, quoi. Il y a plusieurs axes possibles. Je pourrais le faire tourner selon l'axe ici en diagonale, comme ça, en tenant les deux coins. Et donc, le moment d'inertie d'un objet, il dépend de deux choses. Il dépend de l'objet, de sa forme, mais aussi de par rapport à quoi on va le faire tourner. Et c'est pas pour rien que ce genre d'objet, ici, là, j'ai un plus grand moment d'inertie, puisqu'on est plus loin. Et donc, c'est un peu plus dur à faire tourner, et donc c'est un peu plus facile de le faire tenir en équilibre. Alors que si je suis ici, c'est plus facile de le faire tourner. Il y a un plus petit moment d'inertie, et donc c'est plus dur de le faire tenir en équilibre. Bon, là, il tient sur ma main, hein. C'est pour ça qu'il tient. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Sur la somme des forces égale MA et sur la somme des moments de force qui est égale à I fois alpha. Monsieur, Oui. le moment d'inertie, je veux juste demander, elle se mesure avec quelle unité? Ah, bah, c'est Quand une bonne parle de question. Alors, comme il y a toujours des ceci qui rentrent dans la formule, tout ce qui va changer, c'est si c'est un demi, un tiers, un sixième. Ça dépend à chaque fois, en fait, de la géométrie. Alors, la masse, c'est les kilogrammes. Et le rayon, la distance par rapport à l'axe, c'est des mètres carrés. Donc ça, c'est les unités d'un moment d'inertie. Ok, ça va, merci. Voilà, il n'y a pas de beau nom pour ça, c'est des kilogrammes mètres carrés. Monsieur, Oui. ça veut dire une bille ponctuelle, son moment d'inertie est nul, non? Alors si c'est vraiment ponctuel, c'est nul. Mais tu vois que c'est rarement nul. Typiquement, une bille, tu pourrais imaginer son axe de rotation ici. Et donc tu auras un rayon ici, et une distribution. Et le I, c'est ce qu'on appelle souvent J delta, c'est ça? Moi, j'ai toujours vu I, mais peut-être qu'il y a d'autres notations que je ne connais pas. Bon, secondaire, on nous parlait de somme des moments égale à J delta fois θ point point. Je sais pas. Ah, ok, ouais, ok. Vous voyez? Oui, ça c'est plutôt le tenseur d'inertie, quand tu regardes à 3 dimensions. Moi, je l'ai un peu simplifié ici. Bah oui, ici c'est la même chose alors. Ok, ça va, merci. C'est la même chose. Ok. La dynamique, en soi, en termes de formule, il y a juste ça qui est nouveau. Normalement, ce qui prend pas mal de temps, c'est de calculer les moments d'inertie. Ici, on vous les donne. Et donc, ça va revenir à faire comme dans la statique, mettre des forces, trouver des moments, trouver somme des forces, mais seulement dire que c'est égal à MA. Il va juste falloir faire un peu plus attention quand on aura plusieurs systèmes. Parce que c'est pas la même chose de dire que c'est immobile partout que de faire un lien. Tiens, si mon premier système bouge, ça veut dire que le deuxième il bouge comme ça, etc. Et ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc tout ceci, c'est dans les notes de cours qui sont sur Moodle. Moi, là, je les ai sorties pour avoir chaque fois des pages blanches après pour faire mes exercices. Comme on est en live, je vais moins vous demander de travailler par chez vous, surtout cette semaine-ci où j'ai pas eu le temps de préparer des choses sur Moodle pour vous. Donc on va résoudre ça ensemble, mais donc vous posez vraiment toutes les questions, essayez d'être hyper actif. Je vais vous mettre les notes qu'on prendra ensemble ici, donc même ça ne me dérange pas que vous ne preniez pas note, mais que vous essayez vraiment de suivre avec moi. Donc ici on va résoudre une cascade. C'est-à-dire que j'ai un lustre ici qui est relié à un cascadeur. Et mon lustre, vous pourriez imaginer, comme dans les films, que c'était à la base attaché ici au mur. Et puis le cascadeur, il enlève la corde et alors le lustre va descendre. Mon personnage, mon cascadeur, il va monter. Et vous voyez que le lustre, il est à 9 mètres. Et on se demande, tiens, est-ce que mon cascadeur, avec l'élan qu'il va gagner, est-ce qu'il va réussir à monter à l'étage du dessus? En gros, vous pouvez imaginer, je fais un film hollywoodien, j'aimerais bien faire cette cascade, plutôt que d'installer le lustre qui va se péter au sol, ça va faire plein de débris et tout, et d'en réinstaller un autre jusqu'à ce que ça passe, on va faire des calculs avant pour voir si ça marche. Bah ça, du coup, ce qui restera, ce sera l'inertie, non? Voilà, et ce qui restera, c'est l'inertie, mais l'inertie, c'est en fait le fait que quand il n'y a pas de force, on continue à vitesse constante.
Et c'est pour ça qu'il faut bien faire la différence entre inertie et moment d'inertie. Mais donc oui, ce qui restera, c'est qu'il va continuer par inertie. Même si en fait, ce ne sera pas tout à fait l'inertie parce qu'il va y avoir son poids qui va le faire décélérer. J'ai répondu à ta question ou... Oui, oui. Ouais. Ok. Alors, bon, normalement, vous êtes censé tout lire, hein, mais ici, comme c'est plus dynamique, je vais essayer de le faire avec vous, juste vous expliquer un peu comment on résout ce genre de problème. La première étape, c'est qu'ici, j'ai deux systèmes. J'ai mon système 1 et j'ai mon système 2. Mon système 1, c'est le lustre. Et mon système 2, c'est le cascadeur. Vous voyez Du qu'on coup, avait vous ne déjà tenez fait pas ça. compte des deux Répète? polis. Vous ne tenez pas compte des deux polis. Bah, j'allais y venir, mais voilà, tu m'en fais parler, c'est très bien. Alors, vous voyez qu'ici, normalement, il y a un troisième système qui est la corde et les poulies. Pour l'instant, dans cet exercice, on considère les poulies plus la corde comme parfaite, négligeable. On verra plus loin, peut-être pas aujourd'hui, mais au moins la fois prochaine, c'est-à-dire demain en fait, ce que ça veut dire, dans quel cas est-ce qu'on peut négliger les poulies et les cordes. Mais pour l'instant, pour ce premier exercice, on va supposer que la poulie, elle redirige juste la corde. Que ça le fait de manière un peu magique, mais voilà, on considère que la corde, elle a une masse suffisamment petite, les poulies, elles ont une inertie suffisamment petite pour pas influencer cet exercice. Maintenant qu'on a séparé ça en deux systèmes, on va résoudre chacun des systèmes. Donc, quelles sont les forces sur mon lustre? Le poids et la tension. Le poids et la tension. Donc, j'ai ici le poids et j'ai la tension. Alors, la tension, c'est la tension dans le système 1, je vais appeler ça T1. Qu'est-ce que je fais une fois que j'ai les forces? C'est le système d'axe. On place le système d'axe. Ça vous va si je fais un système d'axe classique? X, Y comme ça? Oui. Oui, ça va. Oui. Et Voilà. du coup, je peux décomposer selon X et selon Y. Alors, selon Y, est-ce que je suis en statique ou en dynamique? En statique. Statique. Alors ici, rappelez-vous l'énoncé, on vient de couper la corde, donc mon personnage va monter et mon lustre va commencer à descendre. Dynamique, Dynamique, c'est une puis il Donc excellente je va suis en question. dynamique. Alors, ce que M. Van Larbeek adore faire, moi je suis un peu moins fan, mais à mon avis vous en aurez quand même un, c'est employer un exercice pour vous faire deux exercices. Typiquement, à l'examen, lui il aime bien dire, voilà, c'est bloqué ici, on est en statique, résolvez l'exercice. Et puis exercice 2, on coupe la corde, on passe en dynamique, résolvez l'exercice. Vous voyez un peu l'idée, ce genre d'exercice? On commence, on est en statique, et puis tout d'un coup, il se passe quelque chose, on passe en dynamique. Ouais. Donc j'ai la somme des forces selon Y qui va être égale à la masse fois l'accélération, et je vais noter ça 1 et 1. La masse dans le système 1, donc M1 c'est la masse du lustre, et A1 c'est l'accélération du lustre. M1 est la masse du lustre, et A1 est l'accélération du lustre. Alors, comment est-ce que je peux projeter maintenant ces vecteurs selon Y? C'est quoi la somme des forces selon Y? Bah, Avec les- T1 est égal à P.
Alors non, Ah oui, non, comme c'est égal à MA. exactement. Du coup, C'est c'est la norme moins P plus 1 moins T1. la norme de P. Donc T1 moins P. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à M fois moins M1 à 1. C'est ça. Alors ici, bien faire attention au moins. On s'attend ici, vu le schéma, vu ce qu'on vous explique, que l'accélération, elle soit vers le bas. Et donc là, il ne faut pas se tromper. Maintenant, les signes sont importants d'être très cohérents partout. Avant, en fait, que vous vous trompiez de signe partout, c'était pas grave, parce que c'était égal à 0. Vous voyez, si j'écris 5 moins 5 égale 0, ou moins 5 plus 5 égale 0, c'est pareil. Par contre, c'est pas du tout la même chose si ici je mets un 4. Vous voyez que 5 moins 4, ça fait 1, et moins 5 plus 4, ça fait moins 1. Donc il faut bien faire attention aux signes des deux côtés de l'égalité. Et donc aussi pour mon MA. C'est pour ça qu'au-dessus, j'ai mis que A, ici, c'était un vecteur. Ok, pour l'instant, on pourrait trouver M1. Alors M1, on vous le donnait dans la page juste avant. On vous disait que le lustre pèse 121 kg. Donc je vais le noter. Tant qu'à faire, M1, c'est 121 kg. Le reste, pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ça vaut. On a T1 et A1 qu'on ne connaît pas. Je vais donc passer sur mon système 2. Est-ce que ça va pour l'instant pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des questions? Ça va. Ça va. Ça va? Ok. Alors dans mon système 2, quelles sont les forces sur mon cascadeur? La La tension force de dans la la corde et tension. son poids aussi. D'accord. Voilà, c'est quasi les mêmes forces. T2 et P. Alors pour éviter de faire des amalgames, je vais appeler ça le poids de 2. Et au-dessus, je vais appeler ça le poids de 1. D'accord? Juste pour éviter de confondre les deux à un moment. Et donc, selon Y, je suis aussi en dynamique. Alors ici, c'est évident, mais ça vaut toujours la peine de se poser la question. On verra ça dans d'autres exercices. Et j'ai donc que la somme des forces selon Y est égale à la masse. Et cette fois-ci, c'est chaque fois, quand j'écris somme des forces égale MA, c'est chaque fois la masse du système que l'on considère et l'accélération du système que l'on considère. Donc ici, évitez d'écrire trop vite F égale MA. C'est F est égal à la masse du système 2 fois son accélération. Ou cette fois-ci, M2 est la masse du cascadeur qui vaut 80 kg. Ça, il fallait aller voir dans l'énoncé. Et A2 est l'accélération du cascadeur. Et donc, si j'écris mes forces, il me faut un système d'axe. Je mets comment mon système d'axe? Pareil que l'autre. Comme le rouge. On peut faire comme le rouge. Mais maintenant, rappelez-vous, on pourrait faire des systèmes d'axe différents, hein. Il n'y a rien qui m'en empêche, tant qu'on est cohérent. Et donc, si j'écris ça, bon, je pense que vous connaissez maintenant, donc je vais le faire moi-même. Ça va être T2 moins P2. Et là, c'est égal à quoi? M2 à 2. M2 à 2. Ah non, plus, comme il va monter. Et ça va être plus, voilà, je l'écris. Bon, vous êtes évidemment pas obligé d'écrire plus, mais le plus, il vient d'où? Il vient du fait que mon accélération, je m'attends à ce qu'elle soit vers le haut. Alors pour l'instant, si je compte mes inconnus, j'ai T1 inconnu. Alors le poids, on connaît la masse, donc c'est bon. A1 comme inconnu, T2 comme inconnu, A2 comme inconnu. Donc j'ai un peu trop d'inconnus là. Mais J'ai T1 T1, est égal à T2, non? voilà. Alors, je vais appeler ça les liens. Les poulies
et les cordes sont parfaites. Donc, comme tu l'as dit, T1 est égal à T2. Oh, je vais juste l'appeler T. Là, je le définis. Ça, on verra dans les exercices suivants, ça deviendra plus clair que si jamais mes poulies n'étaient pas parfaites, c'est-à-dire si elles sont très massives, si jamais mes cordes sont très massives, si c'est des chaînes en acier, on ne peut pas faire cette approximation. Maintenant, honnêtement, c'est une très bonne approximation et vous pouvez quasi toujours la faire. Mais on verra des cas où c'est pas le cas. Donc là, j'ai réussi à enlever une inconnue. Au lieu d'avoir T1 et T2, j'ai juste T. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux trouver dans ce système? Les accélérations seront pareilles aussi. Enfin, à l'opposé, mais elles seront pareilles. Voilà, bah t'as tout dit. Ici, il y a un lien. C'est-à-dire que A1 est égal à A2. Alors maintenant, il faut juste bien faire attention. Ici, je parle des normes. La taille. Maintenant, le sens, on voit qu'il n'est pas le même. Mais j'ai déjà parlé du sens. J'en ai parlé ici. D'accord? Donc, A1, sa valeur va être la même que A2. Si je suis en train d'accélérer à 2 mètres par seconde carré vers le bas, bah, mon personnage, il monte à 2 mètres par seconde carré vers le haut. Ce qui est logique, sinon ma corde ne serait pas tendue. Si mon personnage allait plus vite, ça veut dire qu'il dépasserait la corde, ce serait bizarre. Si mon personnage allait plus doucement, ça voudrait dire que la corde, c'est un élastique qui se tend. Et donc ici, j'ai réussi à simplifier mes équations pour en avoir d'autres. Donc, j'ai quoi comme équation? J'ai ma première équation qui disait que T moins P1 égale moins M1A. Et j'ai ma deuxième équation qui dit que T moins P2 est égal à M2A. Alors, avec l'expérience, vous pourriez écrire ça tout de suite. Mais évitez de le faire trop systématiquement, parce que ma tension ne sera pas toujours égale partout, et mon accélération ne sera pas toujours directement égale comme ça. Et aussi, faites attention au sens que vous choisissez pour vos signes. Par exemple, si j'avais choisi ici mon système d'axe vers le bas, alors j'aurais eu moins T2 plus P2 égale moins M2 A2. D'accord? Et là, j'aurais toujours eu la même chose, que A2 est égal à A1, même si j'ai inversé mon système d'axe. Parce que ce que je fais comme égalité, c'est la norme. Le sens, la direction, je le fais déjà quand je décompose. Est-ce que tout le monde est encore avec moi? Oui. Oui. Ok. Alors, on peut résoudre cet exercice-ci maintenant. Donc, je vais recopier ça en page suivante. Donc, j'avais T moins P1 égale moins M1A et T moins P2 égale M2A. Alors là, on vous demande de trouver la tension et de trouver l'accélération. Donc, c'est une équation du second degré. J'ai dit n'importe quoi. C'est un système de deux équations à deux inconnues. Est-ce que vous voyez une manière simple de retirer T? En multipliant la deuxième par moins. Ouais, c'est ça. Si j'appelle ceci l'équation 1, ceci l'équation 2, je peux calculer 1 moins l'équation 2. C'est-à-dire, ici, je vais faire ce T-là moins ce T-là, plus ça, moins ça, plus ça, moins ça. Ou alors, on peut y aller comme d'habitude par substitution. Maintenant, ça m'intéresse de vous montrer une fois quelque chose d'autre. Donc, ça va me donner T moins T, ça fait 0, d'accord?
Je vais l'écrire en dessous. T moins T, ça fait 0. Puis j'ai moins P1 plus P2 est égal à moins MA1 moins M2A. Ça va tout le monde? Comment je suis passé des deux lignes au-dessus à la ligne ici en dessous? Ouais. Et donc je trouve que si je mets ici mon accélération en évidence, ça va être égal à, je peux même mettre moins 1 en évidence plutôt. Et ici c'est égal à P2 moins P1. Alors ce qui est intéressant ici, c'est pour ça que je n'ai pas encore remplacé. Rappelez-vous, maintenant imaginons le système en entier. Mon système en entier, c'est quoi la masse totale de mon système? C'est la masse de mon lustre plus la masse de mon cascadeur, d'accord? Et c'est quoi les forces sur mon système? Il y a P1 qui tire ainsi et il y a P2 qui tire ainsi. Maintenant, imaginons que je déplie ça. C'est-à-dire que ici j'ai une corde qui est pliée, mais au final, mon lustre, je pourrais dire que c'est comme si je tirais mon lustre vers la gauche. Vous voyez, je le déplie ici. Là, je remets deux poulies. Et mon bonhomme qui était attaché ici, je le déplie vers la droite. Et donc, mon bonhomme, il tire par là. Sachant que mon lustre, il était tiré par quelle force? Par la force P1. Et mon bonhomme, il est tiré par la force P2. Vous voyez ce que j'ai fait en dépliant mon lustre? Oui, juste que le poids est toujours descendant, je crois. Oui, le poids est toujours descendant, mais comme il y a cette redirection, en fait, c'est comme s'il tirait dans des directions opposées. Et Ah oui, donc, je ne considère plus comme des poids, mais comme des forces motrices, alors. c'est ça, Ok, c'est ça va. ça. Et donc ici, la somme de mes forces, ça va être P2, si je mets mon axe X comme ça, moins P1. Et ça va être égal à la masse totale du système fois l'accélération. Donc j'ai P2 moins P1 égale M1 plus M2 fois A. Et regardez, c'est exactement ce qu'on avait trouvé ici. Si je fais passer le moins de l'autre côté, j'ai P1 moins P2, oups, j'étais un peu trop vite visiblement, égale M1 plus M2 fois A. Oui, j'ai dit n'importe quoi parce que là, mon système, il part vers la gauche. Donc vous voyez, ici, quand j'ai dit X était par là, là, il y a un moins, puisque l'accélération, elle est comme ceci, puisque P1 est plus grand. Donc ça explique le moins qu'il y a ici. Et ça explique pourquoi ici, c'est P1 moins P2. Monsieur, Oui, vous pouvez vite refaire cette partie parce que j'ai pas très bien compris. Genre, j'ai vu qu'on a détendu tout du coup avec le lustre et le cascadeur, mais je vois pas le moins des masses totales. ok. Donc, ton accélération, elle va toujours aller dans un sens. Et ici, vu que la force P1 est plus grande que la force P2, c'est-à-dire que ça va avoir tendance à aller vers la gauche. Et donc ton accélération, elle va aller vers la gauche. Or, vu comme j'ai mis mon système d'axe ici, s'il va vers la gauche, j'ai un moins devant. Toi, c'est moins A. Ah oui, ok, ça va. J'ai compris, merci. Alors ça, c'est juste pour vous dire, ce qu'on a fait au-dessus, qui donne ce résultat-là, c'est la même chose que si j'avais considéré tout le système d'un coup. Donc, vous pouvez, si vous avez envie, considérer tout le système d'un coup. Mais il ne faut pas se tromper. Et vous voyez qu'on peut plus vite se tromper. Et en plus, quand on a deux objets, c'est encore assez facile. Mais quand ça va se complexifier, quand vous en avez 3, puis 4, puis qu'il va y avoir des frottements, il y a plus de chances de faire d'erreurs. Donc encore une fois, vous choisissez ce que vous préférez.
Mais nous, on vous conseille vraiment de passer par la décomposition en système qui est toujours la même chose en fait. Je regarde les forces sur mon système 1, je regarde les forces sur mon système 2, je regarde qu'est-ce qui est commun entre les deux, quels sont les liens, et puis après je résous. Mais si vous voyez, si vous visualisez le fait que vous pouvez déplier ça avec juste des forces, pourquoi pas. Maintenant, vous allez voir que dès qu'il va y avoir des poulies, le fait de déplier, ça aide pas beaucoup. Donc ceci, je vais le laisser, mais je vais juste noter pour info. Et pour vous faire comprendre qu'en fait, ici, là, en fait, j'ai une somme des forces qui est égale à une masse totale fois l'accélération totale sur tout le système, qui est la même, puisque mon bonhomme et mon lustre bougent de la même façon. Enfin, ici, ouais, ici. Ok, donc regardons un peu les valeurs. P1, oui. J'avais juste une question sur ce que vous avez mis pour info. Comme la masse du lustre est plus grande que pour notre cascadeur, est-ce qu'on peut être dans ce genre de situation? Est-ce qu'on peut? Si le cascadeur atteint déjà le toit, le lustre va être en bas, ça peut pas être horizontal, je pense. Ah oui, non, non, là c'est juste conceptuellement. Il va jamais y avoir cette configuration où c'est à l'horizontale. Ce que je veux dire, c'est... attends, je vais mimer. Je vais arrêter le partage. Et hop, c'est là. Tu vois ma tête? Monsieur, Si j'ai comme ceci un axe, d'accord, qui pourrait être une poulie, et j'ai une corde qui tire des deux côtés. Bah, ce que je peux faire, c'est que si, là, tu vois, je tire la même force des deux côtés. C'est pour ça que c'est statique. Si je tirais plus fort d'un côté que de l'autre, ça se déplacerait. Hop, c'est pas très... Hop là, ça se déplacerait. Maintenant, moi, j'étais comme ça en train de tirer, tu vois, autour d'une poulie. Maintenant, pour regarder vraiment, ici, on a l'impression que les deux forces vont dans le même sens, tu vois, que là, je tire vers le bas, là, je tire vers le bas. Mais grâce à la poulie, c'est redirigé. Et donc, ce que je pourrais faire, c'est me dire, tiens, quand je tirais là de chaque côté, c'est un peu comme si je tirais là de chaque côté en termes de force. Tu vois, que je tire comme ça ou comme ça, pour ma corde, elle reçoit plus ou moins les mêmes forces de chaque côté. Mais donc, physiquement, il ne va jamais y avoir ce moment où, évidemment, tu vas te retrouver là. Mais pour comprendre de quel côté ça tire le plus, pour comprendre que lui tire là et lui tire à l'opposé, tu peux le déplier si tu as envie. Tu vois ou pas trop? oui, ça va, je vois. Oui, sûr? Oui, ça va, merci. Pas de souci. Et on va repartager l'écran. Pas hésiter à m'interrompre, hein. Ok. Et donc, ça, ce serait une manière de résoudre ce système, quoi, de le mettre tout à plat, tout dans une seule direction, plutôt que d'avoir des directions, des systèmes différents. Tiens, pourquoi je ne peux plus... Ah, ok, bon, très bien. Maintenant, regardons un peu en termes de valeurs numériques. C'est-à-dire, on va juste mettre des chiffres dans cette formule. P1, c'est M1 fois G. P2, c'est M2 fois G. On a ici ensuite la masse totale fois A. Moi, je cherche A. A, ça va donc être égal à M1, c'était 121 kg, fois 10. Moins M2, c'était 80 kg, fois 10. Sur M1 plus M2, ça fait 121. Plus 80. On va regarder, je ne connais pas la valeur par cœur. Oups. En fait, ça ira plus vite que je le calcule mentalement. 121 plus 80. Et ça fait 2,04 mètres par seconde au carré. Alors, on peut vérifier les réponses qui avaient été trouvées. Mais voilà, ici 2,04, c'est pareil.
Monsieur, pourquoi ça change quoi qu'on fasse P2 moins P1 ou P1 moins P2? Vous voyez qu'on est inversé pour trouver que la somme des forces est égale à la masse totale fois l'accélération totale. Oh, c'est pareil, hein. C'est juste que souvent c'est plus joli de ne pas avoir de moins qui traîne en plein milieu d'une équation. Ok, En ça plein va. devant. Donc là, j'ai juste enlevé le moins et j'ai fait plus et moins, tu vois, comme Ouais, ouais, ça. ouais, ouais, je vois. Mais ça, c'est une question d'habitude mathématique. Disons que D'accord. ça aide aussi un peu mieux à comprendre ce qui se passe. Tu vois, ici, j'ai le poids du lustre auquel on enlève le poids du cascadeur et ça me donne une accélération. Mhm. Donc ça, c'est assez simple à comprendre. Alors qu'ici, j'ai le poids du cascadeur auquel on enlève le poids du lustre qui me donne une anti-accélération. C'est plus dur à interpréter. Alors que si tu fais passer le moins, c'est beaucoup plus straightforward. D'accord, ça va. Ok, là j'ai trouvé l'accélération. On vous demandait aussi de trouver la tension. Ma tension, je peux prendre par l'équation 1, c'est égal à P1 moins MA1. Et donc ma tension, ça va être M1G moins MA1. Donc ça va être M1 fois G moins 1. Ça, je vais vite le calculer. Ça fait 80 fois 10 moins 2,04. Ça fait 636,8 newtons. On peut vérifier pour être sûr que j'ai pas fait d'erreur. J'ai fait une erreur. Vous avez utilisé la masse du cascadeur au lieu Ah du oui, litre. c'est P1, c'est M1, merci. C'est pas 80, la masse du c'est 121. Hop, et ça fait 963. Pour ça, je vérifie toujours les réponses au cas où j'aurais fait une petite bêtise. Ça fait 963 newtons. Alors ici, vous voyez que j'aime bien pour l'instant regarder mes équations le plus longtemps possible parce que ça permet de comprendre des choses. La tension dans la corde. Donc ici, j'ai regardé cette tension-là, mais c'est la même des deux côtés, hein. Bah, la tension dans la corde, en fait, j'ai ici quelque chose qui m'attire vers le bas avec M1G. Mais on pourrait se dire aussi que du fait que j'ai une accélération, bah, ma corde, elle contre pas à 100% P. Parce que si elle le contre à 100%, je serai en statique. Et donc, la différence entre ce contre ma corde et P, c'est l'accélération. Si je le fais graphiquement, ce sera sans doute plus clair. Ici, ça c'est la longueur de P. Si je fais exactement la même longueur pour T, là je suis en statique. Par contre, si T est plus petit, alors la résultante des deux, c'est-à-dire si je fais P moins T, c'est-à-dire qu'ici il reste une force résultante, bah ça va être la masse du lustre fois l'accélération. C'est ce qu'on appelle la somme des forces. Est-ce que vous voyez ce que j'ai écrit ici? Quand mon T est aussi grand que le poids, bah, on a l'équilibre, il n'y a pas d'accélération. Par contre, dès qu'il y a une accélération, c'est ce qu'on voit ici, dès qu'il y a une accélération, bah, T, ça veut dire qu'il n'arrive pas à tout contrebalancer. Et donc j'ai une accélération résultante. Et donc vous voyez que maintenant ma tension, ça ne va pas toujours être égal au poids. Ça va même être très rarement égal au poids. Le seul fois où c'est égal au poids dans ce genre de situation, c'est quand on est en statique. Parce que là, ma tension doit contrebalancer parfaitement le poids. Dès qu'on est en dynamique, ma tension, elle va toujours être plus faible que le poids. Sinon, on ne serait pas en dynamique. Alors je dis plus faible parce que ici, on est tiré vers le bas. Donc là, j'ai une accélération parce que ma tension est plus faible. Par contre, au niveau du bonhomme, ma tension, elle va être plus grande. Ce qui fait qu'elle est plus grande que le poids, c'est ce qui fait qu'on est tiré vers le haut. Vous pouvez le voir assez vite, hein. Ma tension, c'était 963. Ici, j'ai 963 newtons. Et mon poids, rappelez-vous, c'était 80 kg.
Donc c'est 800 newtons. Donc j'ai bien que ma tension est plus grande que mon poids. Ce qui fait que j'ai une accélération vers le haut. Est-ce que c'est clair cette partie? Oui. 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 Ok, ben, vous avez fait votre premier exercice de dynamique. Trouvez l'accélération et donc trouver un peu quelles sont les tensions. Typiquement, vous voyez qu'ici, la tension dans la corde, ça aurait été assez compliqué à trouver. Et là, ce qui m'intéresse beaucoup, vous vous souvenez quand j'ai dit ceci pour info? Certes, ça me permet de trouver l'accélération très rapidement. Mais il faudrait encore que je dessine les forces pour trouver la tension. Parce que quand je déplie ma corde ici, avec ça, je ne fais pas intervenir les forces internes parce qu'elles s'annuleraient. J'ai la tension là et la tension là. J'aurais T moins T, ça s'annule. Mais nous, ça nous intéresse d'avoir ça. Et donc, le fait de décomposer un système, on a déjà des équations qui sont prêtes pour trouver toutes les forces à l'intérieur. Et là, quelque chose d'intéressant, c'est que ici, P1, c'était 1210 newtons. P2, c'était 800 newtons. Ben, la tension dans ma corde, elle doit être de combien? Et là, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des gens qui diraient, ah, ma corde, elle doit être super solide, elle doit savoir tenir 2000 newtons, la somme des deux. Ben non. Ma corde, ce sera un mélange. Comment est-ce qu'il est fait ce mélange? Ben, il n'y a pas de super bonne explication à part de dire ben, c'est un mélange avec ça, ça dépend de plein de choses. Mais ma corde, en fait, une corde qui est capable de tenir 100 kg, ça suffit. Pas besoin d'avoir une corde qui est capable de tenir 120 kg. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une corde qui était capable de tenir 120 kg? Parce que j'ai pas besoin ici d'avoir une corde qui tient tout. Elle peut tenir une partie, puisque de toute manière, l'autre partie, c'est l'accélération qui va aller vers le bas. Oui? Non? Peut-être? Oui. Oui. Oui? Ok. Ça, c'est la partie dynamique. Alors, comme on vous l'a dit, très souvent, c'est intéressant d'avoir des exercices qui enchaînent tout. Là, vous voyez que le problème, il est plus complexe que ça. C'est pas juste de savoir quelle est l'accélération, c'est aussi de savoir un peu, ben, tiens, est-ce qu'on arrive à faire ce saut? Est-ce que mon cascadeur, il va se retrouver ici et jamais réussir à atteindre? Ou est-ce qu'il va monter et se faire écraser contre le plafond? Ou est-ce qu'il va arriver ici comme une fleur? Qu'est-ce qui va se passer? Comme je vous dis, on aurait pu même faire plus long. Commencer en statique, ma corde est attachée au mur. Et puis paf, deuxième exercice, dynamique, mon cascadeur part. Et puis paf, troisième exercice, qui est celui qu'on va faire maintenant. Est-ce que mon cascadeur arrive à monter ici de l'autre côté? Alors on va regarder l'énoncé, exactement ce qu'on nous demande. Donc le A, on vient de le faire, calculer l'accélération du cascadeur. Le B, pareil, la tension. Et maintenant, on aimerait bien savoir évaluer le temps qu'il faudra au lustre pour arriver au sol. Donc mon lustre, il est là. Il tombe. J'aimerais bien connaître le temps de chute. Je vais appeler ça le temps de chute. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Ben, on repart avec les équations qu'on avait vues au début, là. Avec x de t qui est égal à x0 plus v0t plus 1 demi à t carré. C'est ça. Donc j'ai quel type de mouvement? Est-ce que je suis en MRU, en MRUA, en autre chose? MRUA. Voilà. MRUA. Donc si j'écris les équations, que vaut l'accélération? 960. Bah, 2, pardon. Voilà. Alors, juste pourquoi moins et pas plus? Bah, en fonction de l'axe. Voilà. Donc ici, on passe en cinématique. Il me faut donc un système d'axes que je vais dessiner. Comme ça vous va? Oui. Ouais. Alors j'insiste, encore une fois, on peut faire tous les systèmes d'axes que vous voulez, hein. J'aurais pu mettre mon système d'axes là-haut. Mais vous voyez qu'ici, cette fois-ci, j'ai quand même ajouté ici que je suis en 0 mètres, que là, je suis en 9 mètres. Alors, il n'y a pas besoin de le noter, puisque c'est déjà noté ici sur le schéma, mais pour bien se rendre compte, voilà, j'ai fait un système d'axes. Et donc, de fait, si mon axe Y va vers le haut,
j'ai moins 2,04 mètres par seconde carré. Ça a été trouvé au point A et B, qui sont ce qu'on vient de faire ici. En fait, vous voyez, c'est mon accélération qui est là. Ok, que vaut la vitesse selon Y? Alors, comme il n'y a que selon Y, je vais juste écrire V. Moi, AT, Voilà, c'est la vitesse initiale plus A fois T. Donc ici, ça va être moins 2,04 fois T. Il n'y a pas de vitesse initiale. Mon lui, s'il était à l'arrêt, on vient de le lâcher. On vient de couper la corde dont je parlais au début, par exemple. Et donc, ça va juste être son accélération, moins 2,04 fois le temps. Et du coup, quelle est sa position? moins demi de AT carré, plus de Alors, 0,2. attention, donc c'est Y0 plus Y0T plus 1 demi AT carré. Donc, Y0, c'est quoi? Y0, c'est 9, C'est 9. Voilà, pas oublier le 9. Sa vitesse initiale. 0. Et puis, il reste plus 1 demi moins 2,04 fois T carré. Donc, si je réécris ça, j'ai 9 moins 1,02 fois T carré. Et ceci, Y et V, on peut préciser que ça dépend du temps. Voilà. Qu'est-ce que je fais une fois que j'ai ça? Rappelez-vous, je veux trouver le temps de chute. Bah, on sait qu'à la fin, ce sera y0 est égal à 0 du coup. Là, c'est Y de T qui est égal à 0 à la fin. Ouais, À la fin, donc quand on est au temps de chute, ouais. Y0 égale, enfin Y de T chute égale 0. Et ça, c'est égal à 9 moins 1,02 fois T chute au carré. Tout le monde est d'accord? Ouais. Ouais, même ceux que j'entends pas trop? Oui, Ouais, va. ça marche. Bah, du coup, on va résoudre ça. Ça veut dire que 1,02 T chute au carré, c'est égal à 9. Et donc que T chute, c'est égal à 9 divisé par 1,02 sous la racine. Donc ça va être en gros 3. Hein. Je sais pas si vous voyez ça, mais 9 divisé par 1,02. L'accélération qui était donnée dans la réponse était 2 et si on l'utilisait, on avait 3 sans problème. Voilà, ici j'ai 2,97 mètres, si je suis un peu plus précis. Et donc là, c'est juste, je vous habitue, avant, quand j'avais fait ces correctifs, je faisais des arrondis un peu plus sensés. C'est pas des secondes, monsieur. C'est des secondes. Oui, je suis complètement fatigué. Ici, merci. Je vais écrire mes secondes comme je les écris habituellement. Ici, voilà, j'ai été un peu plus précis, mais donc si j'écris 2,97 que la réponse est 3, enfin c'est la même chose. C'est juste pour vous habituer. À Moodle, on attend 2 chiffres après la virgule. Donc voilà, je prends cette habitude avec vous, à partir de cette année-ci. Monsieur? Oui. Et si on utilisait V égale à T et après on disait que V à son tour c'était égal à la distance le temps, on aurait eu la même chose, non? Alors, si tu voulais employer ça, puis que tu voulais faire quoi? Dit que V c'est la distance, le temps. La distance sur le temps. Ouais. Alors, ceci, c'est la vitesse constante. Or, ta vitesse, elle n'est pas constante. On est en MRUA. Donc, tu peux pas. Ça veut dire que V, c'est la distance sur le temps. Ça vient de cette formule-ci, en fait. V0t, c'est égal à Y de t. Donc, si j'enlève... ce que j'ai écrit ici. Hop. Si j'enlève le t ici, j'ai la taux V, c'est Y sur t. Mais il y a encore ici 1 demi à t carré qui reste. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je vois, ça veut dire que c'est la coïncidence qui a fait qu'on ait le même résultat parce que ça donne le même résultat en soi. Si tu fais... Bah, attends, donc ce serait que t c'est d sur v.
D, c'est 9 mètres. Et V, c'est quoi? Je remplace le V par AT. Mais alors, si tu remplaces ton V par AT, tu vas avoir 9 sur moins 2,04 fois T. Et tu vois, tu n'as pas la même réponse. Tu vas avoir Monter T le T, carré ça égale racine 9 sur 2,04. Toi, c'est pas la même réponse. Ici, j'ai 1,02. Ah oui, ça va. Ça va? Ouais, Donc, ok. non, tu peux pas employer des formules du MRU. Donc, ça, V, distance sur temps, c'est quand tu as vitesse constante. Tu dois employer évidemment le MRUA. Sauf si tu as vitesse constante. Donc là, on a trouvé mon temps de chute. Regardons un peu ce qu'on nous demande d'autre. Donc, on a trouvé l'accélération, la tension, le temps de chute. Maintenant, trouver la vitesse du cascadeur lorsque le lustre touchera le sol. Donc, quel est... Voilà, je vais prendre un nouveau slide. Hop. Attendez, vous allez perdre l'écran pendant un instant. J'aimerais bien juste revoir le schéma. Ne vous inquiétez pas, ça revient. Et voilà. Ok. Donc, maintenant, j'aimerais bien savoir, après le temps de chute, donc après 3 secondes, quelle est la vitesse du cascadeur? Comment est-ce que je peux répondre à cette question? Alors, je vais mettre 2,97 secondes, puisque c'est le temps qu'on avait trouvé ici. Ouais, de nouveau avec les mêmes équations et on remplace T par 2,97. C'est ça, j'ai un MRUA. Ou cette fois-ci, je vais garder mon système d'axe, il était sympa, je vais juste le déplacer. Mais j'aurais pu garder le même, hein, c'est juste là comme j'ai un nouveau dessin. Ou ici, je suis en 0. Donc mon accélération, qu'est-ce qu'elle vaut pour mon cascadeur? Euh, 2,04. Oui, c'est ça. Et vous voyez, cette fois-ci, c'est plus 2, puisque je vais vers le haut. Mon accélération, elle va comme ça. Quelle est la vitesse de mon cascadeur? AT plus V0. Mais il n'a pas de vitesse initiale. C'est ça, Ouais, V0 plus AT. Donc ça va être, AT. AT. voilà, 2,4. Et donc moi, je cherche ma vitesse après 2,97 secondes. Et ça fait combien? Regardez, hein. Ça fait 6,06 secondes. Mètres par seconde. Ouais, mètres par seconde, je sais pas du tout. Parce que j'avais les unités avec la tablette pour l'instant. Mètres par seconde, mais c'est bien. Donc ça va faire semblant que c'est pour faire voir si vous suivez. Ok. Alors, on va mettre quand même... Donc A, c'était calculer l'accélération. Donc ça, c'était le A. Ceci, c'était le B. Ça, c'était le C. Ici, on vient de faire le D et on va partir au E. Le E, c'est quoi? C'est déterminer jusqu'à quelle hauteur maximale il montera. Donc, c'est-à-dire, mon cascadeur, il est parti comme ça et il va monter jusqu'à une hauteur max. Et on vous demande, c'est quoi sa hauteur maximale? C'est quand la vitesse sera égale à 0. Oui. Et donc, comment est-ce que je vais faire ça? À partir de 9 mètres, il va commencer à décélérer. C'est ça. Et donc là, je vais refaire un mini schéma.
ici, j'ai le sol. Voilà, attendez, je vais le faire plutôt là. Je vais faire ça en bleu. Mon cascadeur, il y a un moment où il change de mouvement. C'est ici. Vous êtes d'accord? C'est à cet endroit-là. En fait, je suis en train de réfléchir comment je vais vous le faire comprendre. Arrivé ici, le mouvement change. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? Est-ce que vous voyez ce qui change? Oui. Oui. Ah oui, pour tout le monde? Ouais. Ok, et donc, à partir de 9 mètres, quelles sont les équations du mouvement? Si je les écris. C'est un MRU, un MRUA, qu'est-ce qui se passe? C'est MRU parce que là, l'accélération devient nulle, il reste à vitesse constante. Alors, Mais si c'est un, il va décélérer à cause de son poids. c'est ça, il va décélérer à cause de ce poids. S'il restait à MRU, ça veut dire que ton cascadeur, il serait emporté vers le haut, il démarrait doucement, puis il accélérait, et puis il resterait à vitesse constante. Donc ça veut dire qu'il serait parti vers l'infini, et l'au-delà, c'est pas ce qui va se passer. Donc ton cascadeur, une fois qu'il est arrivé là-bas, le lustre il est au sol, ce qui fait que ta corde n'est plus tendue, mais ton cascadeur il va continuer à monter, mais comme dans un tir parabolique. Alors ici en soi, il n'a pas de composante selon x, donc il va juste monter, ralentir et puis redescendre. Donc la trajectoire de ton cascadeur, c'est vraiment, il démarre doucement, il accélère, et puis là il a dépassé 9 mètres, il ralentit, et puis il retombe. D'accord? Prends ce Oui. point oui. Donc ça va être quoi les équations du mouvement? C'est quoi l'accélération après 9 mètres? C'est V0 plus AT. L'accélération, Ah non, 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 non. On la connaît pas en fait. tu la connais, tu la connais. Ah bah c'est la gravité. C'est le poids. C'est le C'est bon. poids, c'est la gravité, donc c'est moins 10 mètres par seconde au carré. Et donc la vitesse, c'est V0 plus AT. Qu'est-ce que ça vaut? 2,04. 2,04? Non, 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 non. 6,06 plus moins d'IT. D'accord, ça c'est ma vitesse initiale. Quand je suis arrivé ici, à partir du moment où je considère ici, j'ai déjà une vitesse qui est de 6,06 mètres par seconde. Et en fait, la raison pour laquelle il y a ce point D, ce point E, on aurait pu vous poser cet exercice en une question. Quelle est la hauteur maximale? Mais on vous guide un peu. On vous dit, ben, trouve d'abord l'accélération. Ok. Avec cette accélération, tu peux trouver le temps que ça met pour monter. Avec ce temps, tu peux trouver la vitesse qu'il a à 9 mètres. Et avec cette vitesse, maintenant, on peut enfin trouver la hauteur. Donc j'ai 6,06 mètres par seconde, moins 10t. Et on sait qu'on est en hauteur maximale quand ma vitesse vaut 0. D'accord? Donc ici, je peux trouver que v t max, hein, quand on est en hauteur, c'est 0. Vous vous souvenez ça des tirs paraboliques? Quand j'arrive le plus haut, c'est que j'ai une vitesse nulle. Parce que si elle était positive, je continuerais à monter. Si elle était négative, je descendrais. Donc je suis à 0. Oui. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 6,06 moins 10t max. Qui est donc égal à 0. Et donc t max, il est égal à combien? À 0,61, je vais arrondir, secondes. D'accord pour tout le monde?
Oui. Oui. Donc ça, c'était mon accélération. Ma vitesse qui m'a permis de trouver Tmax. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le temps qu'il m'a fallu, c'est ma position. Et donc, la troisième équation, c'est y de t. Y de t, c'est y0 plus v0t plus 1 demi à t carré. Donc si on remplace, c'est quoi ma position initiale? 9 mètres. 9 mètres. C'est quoi ma vitesse initiale? 6,06. Voilà, et c'est là que je vous encourage vraiment à toujours recopier cette formule et toujours se poser ces mêmes questions. Plutôt que d'aller trop vite et d'écrire tout de suite ceci, par exemple. Là, on a le cas où on a tout. 6,06 fois t plus 1 demi fois 10 fois t carré. Et moi, je Et pas cherche... moins 10, me Et semble. l'été, on peut déjà les remplacer par 0,61. C'est moins 10, non? Ouais, c'est moins 10. Je sais pas pourquoi je fais autant d'erreurs aujourd'hui. Ça doit être le stress d'être devant la tablette. Je sais pas. Hop, c'est moins 10. Et j'ai entendu une autre question, pardon? Et le T, on peut déjà le remplacer par 0,61, non? Voilà. Et donc, j'ai la hauteur maximale. Je peux pas écrire là, visiblement. Je vais continuer ici, comme ça reste sur le même slide. Donc, la hauteur maximale, c'est quand je suis à la position en Tmax. Mais alors, je vais pas l'écrire tout de suite, parce que vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, regardons, c'est quoi ma position? Enfin, si, non, allez, je peux l'écrire tout de suite. Hop, Hmax. Ma position en Tmax. C'est-à-dire 9 plus 6,06 fois 0,61 moins 5 fois 0,61 au carré. On va taper ça. 9 plus 6,06 fois... Et ceci, ça me donne 10,84 mètres. Du coup, à votre avis, mon cascadeur, il arrive à passer ou pas? Oui. Oui. Ouais, exactement. Donc il y arrive. Il n'a pas énormément de marge, hein. Mais ça devrait aller sans trop de soucis. Et en même temps, on n'a pas envie que ça aille beaucoup plus haut, sinon il va se péter les jambes en redescendant. Maintenant, vous voyez que entre le moment... la seule chose qui va être un peu limitant, c'est qu'il n'aura pas beaucoup de temps pour le faire, en fait. Il ne faudra pas se rater, pas lâcher la corde trop tard, pas la lâcher trop tôt ou quoi. En soi, il aura 1,2 secondes, plus ou moins, pour y arriver. Voilà pour cet exercice. Vous voyez qu'il y a un peu de tout. C'est de la dynamique, de la cinématique. Et ici, on change plusieurs fois de mouvement. Il y a le mouvement du lustre, il y a le mouvement de mon cascadeur, et puis il y a le mouvement de mon cascadeur une fois qu'il a dépassé ou une fois qu'il est plus tiré par le lustre. Vous voyez ici, encore une fois, l'avantage de travailler avec les positions plutôt que les distances. Ici, comme on a bien défini mon système d'axe là, bah Hmax, ça me donne tout de suite la hauteur à laquelle on se trouve. Alors que si j'avais calculé avec des distances, j'aurais trouvé la distance parcourue à partir de ce point-là, j'aurais trouvé la distance parcourue à partir d'ici, et j'aurais dû faire la somme des deux. Là, c'est un peu plus court. Pas beaucoup plus court, mais un peu plus court. Et je vais dessiner mon cadre ici pour englober ça. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Est-ce qu'il vous semble faisable, pas faisable? Est-ce qu'il y a des parties que vous aimeriez bien que je réexplique? Faut juste pas se tromper dans les formules, quoi, mais sinon il est faisable. Ouais. Quand tu dis les formules, tu parles plutôt de la cinématique ou plutôt de la dynamique ou partout? Un peu partout, genre pas mettre un moins à la place d'un plus ou une bête erreur comme ça, quoi. Ouais, bah vous voyez déjà le nombre d'erreurs que j'ai faites moi, hein. Oui, C'est pour voilà. ça que je vous encourage à écrire vos formules. Premièrement, comme ça, si vous faites une erreur, vous pouvez plus facilement retrouver ce qui était quoi, plutôt que ce 2,04 de plus savoir si c'était une vitesse, un temps, une accélération. Et aussi d'avoir un esprit critique. Typiquement,
vous voyez le moins que j'ai oublié ici, je vais le taper sans avoir oublié le moins. Je vais faire 9 plus 0,06 fois 0,61 plus 5, 0. Hop. Si c'est ça, j'aurais trouvé, donc si j'avais pris plus 10, ma hauteur max, c'est 47 mètres. Allez, 48 mètres si j'arrondis. Voilà. Si vous voyez ça, là, votre premier réflexe, ça doit être de vous dire, on vous donne toujours des exercices qui sont réalistes. Surtout pour les examens. Et donc, si vous trouvez qu'avec un petit lustre là où vous avez une hauteur de 9 mètres, vous vous trouvez à 48 mètres, c'est que vous avez fait une erreur quelque part. Pourquoi on vous donne toujours des exercices réalistes? Pour essayer de vous aider à développer une intuition. Et donc, ici, typiquement, je suis certain que si je fais ce genre d'exercice, si je fais tout un examen de méca, il y a bien un moment ou l'autre, je vais faire une petite erreur d'inattention. Mais dès que je vais calculer les valeurs ou que je vais vérifier mes valeurs, je vais me rendre compte qu'il y a un problème quelque part. Les erreurs les plus pernicieuses, c'est quand ça change quasi rien. Alors là, vous ne savez pas trop le vérifier. Mais très souvent, si vous oubliez un moins quelque part ou quoi, ça va donner n'importe quoi. Mais si vous êtes bien attentif de faire les choses calmement, bien vérifier à chaque étape, normalement ça devrait bien se passer. Pareil pour ici, hein. Si j'avais mis plus 10, alors j'aurais eu un temps négatif. J'aurais eu moins 0,61. Et un temps négatif, c'est juste pas possible, vous vous en serez rendu compte tout de suite. Donc il y a beaucoup d'erreurs que vous m'avez dites juste avant, ce qui est parfait, comme ça on gagne un peu de temps, qu'on aurait pu trouver dès qu'on avait la valeur finale. Voilà, et c'est pour ça qu'habituellement, on aime bien finir statique, cinématique avant tout ça, pour vous faire travailler un peu ça. Parce que vous voyez que la dynamique, en fait, c'est la même chose, mais en plus compliqué, avec plusieurs systèmes où tout se tient. Mais maintenant, si vous maîtrisez bien mettre les forces, si vous maîtrisez bien les accélérations, etc., mélangez tout. C'est juste la même chose en plus long, plus compliqué. Ok. Alors, passons à un exercice suivant. Cette fois-ci, on va calculer un peu avec les moments de force. Donc là, on a fait un premier exercice avec F égale ma. Maintenant, on va faire M égale I alpha. La somme des moments de force est égale au moment d'inertie fois l'accélération angulaire. Donc ici, on vous dit quoi? Vous avez un aventurier de 70 kg qui s'accroche à une corde enroulée autour d'une énorme poulie. Et alors là, comme on vous l'avait promis, vous voyez ici la poulie, l'inertie d'une poulie par rapport à son axe de rotation, c'est I égale mr carré sur 2. Si vous le retenez, c'est bien, mais voilà, à l'examen, ce sera présenté de la même façon, on vous donnera l'inertie. On vous dit que cette poulie, elle a une certaine masse, qu'elle a un certain rayon, et on vous dit qu'il lui faut 6 secondes pour descendre au fond de pluie, et on vous demande de trouver tout ça en gros. Quelle est l'accélération, quelle est la tension, quelle est la réaction au niveau du palier, la profondeur du puits, la vitesse à laquelle touchera le fond. En gros, maintenant, voilà, on se lâche, vous devez trouver tout. Si vous deviez résoudre ça à l'examen, par quoi est-ce que vous commenceriez? Schéma. Ouais, c'est bien, vous avez été bien drillé. Donc, je vais faire un schéma. Alors, je vais pas vous demander comment vous feriez votre schéma parce que de l'expliquer avec des mots, ça va être compliqué. Moi, je vais en faire un en me disant juste, j'ai ici une poulie qui est attachée à quelque chose, je sais pas quoi. Enfin, non, on va le faire plutôt comme ça. J'ai ici une poulie. On va la faire plus grande, pardon. J'ai ici une poulie avec son axe de rotation là, une corde, et j'ai mon aventurier accroché à ma poulie. Son temps, je vais le rappeler temps de chute, son temps pour aller en bas, c'est 6 secondes. On sait que la masse de mon aventurier, c'est 70 kg. La masse de ma poulie, c'est une énorme poulie, c'est 1860 kg. Alors vous voyez, tantôt j'ai dit une poulie parfaite. Là, on parle de poulies qui font peut-être 1 kg, qui sont toutes petites comparées aux 120 kg du lustre, aux 80 kg du bonhomme. Ici, 1860 kg, il n'y a aucune chance qu'on puisse négliger ça. Et j'ai ici un rayon qui vaut 1 mètre.
Là, j'ai noté sur mon schéma plus ou moins tout ce que je pouvais savoir. Je peux rajouter le sol. Et c'est plus ou moins tout ce que je sais. Ensuite, comment est-ce que je pourrais trouver l'accélération de mon aventurier? Système d'axe. Système d'axe. Je vais le mettre comment, mon système d'axe? Y vers le haut et X vers la droite. Comme ça? Ouais, X de Oui. l'autre côté, c'est mieux. X comme ça? Ouais, moi, je pense que c'est mieux. Vous en pensez quoi les autres? Moi, je pense que je préfère l'autre, mais on peut aussi faire avec celui-là. Moi, je comprends Moi, pas j'aurais pourquoi. mis Y vers le bas. Toi, t'aurais mis Y comme ça? Alors ici, il n'y a pas de mouvement selon X. J'ai juste une corde qui s'enroule et se déroule. Donc mon bonhomme, il va être là, et puis il va dérouler comme ça pour arriver jusqu'en bas. Donc mon axe X, en fait, il n'a aucune importance. Il n'y a pas de mouvement là-dedans. Tout ce qui est important, c'est si j'ai Y vers le haut ou Y vers le bas. Vous avez une préférence du Y vers le haut ou vers le bas? Si Vers le déroule haut. vers le bas. Allez, moi j'aime bien le mettre vers le haut, parce que comme ça je fais tout le temps la même chose et je me trompe un peu moins. Mais comme on l'a très peu fait vers le bas et qu'il y a une demande de le faire vers le bas, je vais le mettre vers le bas. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre mon axe, enfin je vais le mettre un peu à côté, allez. Hop. Je vais le mettre là. Mais vous voyez, je vais dessiner un grand axe. Parce qu'il faut que je décide à un endroit qui est une position 0. Vous voulez que je mette où ma position 0? En haut de la poulie. Ouais, alors on va pas le mettre exactement en haut de la poulie. Si on veut Voilà, être c'est la poulie. exact, c'est à ce niveau-ci qu'on va le mettre. Ça, c'est la position 0. Et du coup, ceci, on va appeler ça quoi comme position? On peut mettre position finale. Ouais. Voilà. Moi, je vais l'appeler H, ça va? Mais je vais pas l'appeler moins H, je vais l'appeler plus H. Parce que tu vois ici, mon axe, il va dans ce sens-là. Donc ici, j'aurai 0, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, H mètres. C'est une valeur positive. D'accord? Ça, il faut être cohérent. Donc ici, je vais bien mettre que ça part des deux côtés pour montrer que c'est un trait et pas un moins. C'est la position H. Moins H, il est là, en fait. Ok. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? Faire les forces. Les forces. Est-ce que ici... Enfin oui, ok, on peut le faire comme ça. Faisons-le comme ça. Mais comme on va parler des moments, monsieur, il faut pas mettre aussi le sens de rotation, positif ou négatif. Si, j'allais y venir quand on y venait, mais parfait. Qu'est-ce qu'on définit comme sens positif? Anti-horloger. Ouais. Hop. Comme ça? Ouais. Parfait. Ça, comme d'habitude, tant que vous le faites à un moment, c'est bon. Mais il doit être mis à un moment. Donc si pour vous, c'est plus simple de se dire, je le mets tout de suite, comme ça je suis sûr, c'est très bien. Si pour vous, ça vous vient quand vous faites les moments de force, c'est bien aussi. Alors, dessinons un peu mes forces. Pour ça, il faut imaginer, là j'ai mis mon bonhomme en bas, mais en fait il est quelque part là. Il est attiré à la corde. Pour l'instant, il n'est pas encore tout en bas. On va le faire comme ça. Hop. Donc qu'est-ce que j'ai comme force? Le poids et la tension. Ouais, donc en fait j'ai les forces à deux endroits. On J'ai va les d'abord faire forces le bonhomme. sur la poulie et j'ai les forces. Donc en fait ce sera ça, c'est la poulie. Et j'ai mes forces sur mon cascadeur.
Si je redessine ça, j'ai mon cascadeur ici qui est tiré par là. C'est quoi les forces sur mon cascadeur? Son poids, la tension, d'accord. Voilà. Le poids, alors c'est le poids du cascadeur. Vous voyez, je l'ai noté petit m, le poids du cascadeur, donc je vais appeler ça PM. Enfin non, allez, on va garder les mêmes notations que tantôt. P2. Et j'ai ici une tension. T. Et donc si je décompose ça, il me faut un système d'axes. Est-ce qu'on garde mon système d'axe bleu? Oui, on emploie le même système d'axe pour les deux. Ça vous semble bien ou vous préférez faire des systèmes d'axes différents? Non, comme ça, c'est bien. Très bien, ok. Bah donc j'emploie le système d'axe qui est là. Je pourrais le redessiner hein, comme ça, Y. Et donc selon Y, qu'est-ce que j'écris? P2 moins T2. Et c'est tout? Est égal à la masse fois l'accélération. Ouais. Alors je vais écrire ça à 2 pour l'instant. Ok, ça c'est parce qu'on était en dynamique. Très bien. Alors pour ma poulie, il y a la corde ici. C'est pas comme ça que j'avais décidé mes couleurs. Ma poulie. Quelles sont les forces sur ma poulie? Monsieur, je voulais juste savoir si l'axe de la police se trouve au centre. Il est au centre, il est au centre. Du coup, on a son poids et sa réaction. Hein. Donc ma poulie, elle a un certain poids. Et la tension dans la corde aussi. Enfin, et Ouais. le poids de la corde. Il y a la tension de la corde ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sa réaction. Et il y a les réactions ici sur ce qu'on appelle le palier. Alors c'est quoi un palier? Oups, je vais appeler ça N. C'est ce qui dirige, c'est ce qui maintient l'axe, non? C'est ça. C'est ça. C'est... Oui, c'est la meilleure définition. Si vous voulez, je vous ai fait une petite... Ici, vous avez un axe de rotation sur la photo. Vous voyez là? C'est un axe de transmission. Et le palier, c'est ce qui est en bleu. C'est ce qui permet vraiment de soutenir l'axe. Sinon, il partirait dans tous les sens. Donc, c'est ce qui soutient et guide les aires de transmission, tout ce qui est rotation. Ça, c'est ce qu'on appelle un palier. On pourrait dessiner ici... Moi, je le fais pas trop, mais voilà. On aurait quelque chose comme ceci, en fait. Ma poulie, elle est tenue via un palier. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Somme des moments égale à I fois alpha. Voilà. Alors, je vais d'abord faire... Enfin, oui, allez, d'accord. Hop. Poulie. Selon... Par rapport au palier. Quels sont les moments de force que j'ai? Moment de P et de T. Le moment de N est nul parce que ça rencontre l'axe. Pareil pour T aussi, je crois. Donc, le moment de N est nul. Ça, je suis d'accord parce que son bras de levier est nul. Le moment de P1, il est comment? Pareil Nul parce aussi. que l'axe. Ouais. Et donc, quel est le moment de T1? Ouais. Le rayon fois T1 Ouais. Comme en ça? négatif. En négatif, ouais, parfait. Et ça, c'est égal à quoi? I alpha. I alpha. Donc ici, on est en dynamique. Et rappelez-vous, en dynamique, la somme des moments est égale à I fois l'accélération angulaire. Donc ici, ça va être égal à I fois l'accélération angulaire. Alors attention, mon accélération angulaire, elle est positive ou elle est négative? Positive. Négative. Négative. Ma poulie, elle est comme ça. Je suis en train de la tirer vers le bas, donc elle va avoir tendance à tourner comme ça. Elle va
pardon, j'ai fait les deux flèches en même temps, elle est tirée vers le bas, donc elle va avoir tendance à tourner comme ça. Ça, c'est dans le sens qui est opposé au sens que j'ai défini ici. Donc là, c'est le moment, ici, c'est le moment le plus tard où vous pouvez noter le sens. Soit on le mettait tantôt, soit on le met ici. Et je suis donc avec un moins. Ok, alors tant qu'on y est, il y a aussi des forces selon Y. Selon Y, statique ou dynamique? Statique. Pourquoi? Parce que ma poulie, elle n'est pas en train de descendre. Elle se déroule, donc là, il y a une accélération angulaire, mais elle va pas commencer à tomber sur la tête de mon pauvre cascadeur, elle va bien rester fixe en haut. Donc là, je suis en statique, et j'ai donc N moins P1 moins T1 égale 0. L'axe Y est descendant, monsieur. Merci. Donc je vais avoir plutôt P1 plus T1 moins N. Hop. Bon, ici, ça n'a pas d'influence, mais c'est pas pour rien que moi, quand je fais les exercices, je mets toujours mon axe dans le même sens. Comme ça, je me trompe pas. Mais voilà, comme ça, vous voyez que ça donne exactement la même chose. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Oui. Donc, on a fait Oui. comme la statique. On a décomposé somme des forces, somme des moments de force, selon X, selon Y, selon des sens de rotation. Sauf qu'ici, il faut chaque fois regarder qu'est-ce qui est statique, qu'est-ce qui est dynamique. Et c'est ce que je vous disais tantôt, on réfléchissait le cascadeur, est-ce que c'est dynamique, statique? Là, c'était évident que c'est tout le temps dynamique. Mais ici, il y a certaines parties qui sont statiques. Alors moi, ma partie 3, mais on peut la faire en partie 2, il n'y a pas d'ordre, c'est ce que j'appelle les liens. Qu'est-ce que j'ai comme lien ici? Des tensions. T1 et T2. Alors vous allez voir que malheureusement, non. T1 et T2, ça va pas être nécessairement la même chose. L'accélération du bonhomme et alpha seront pareils. Quasi pareil. À l'opposé. Alors ici, on va juste regarder en norme. Donc j'ai A2 qui est égal à alpha, mais A2 c'est des mètres par seconde carré. Alpha c'est des radians par seconde carré. Ça veut dire qu'il faut mettre la Soit des hauteur H. mètres. Il faut faire fois des mètres, mais en fait il faut faire fois le rayon. Rappelez-vous, si j'ai une poulie qui tourne, l'accélération tangentielle, qu'on pourrait représenter ici, hein, c'est l'accélération ici tangentielle, c'est Ouais. égal à alpha fois r. Eh ben, A2, en fait, c'est l'accélération tangentielle à ma poulie. Ouais, ça va. Donc mon lien, c'est celui-ci. Je pourrais remplacer A2 par alpha fois r. Ou je pourrais remplacer alpha par A2 sur r. Alors, comme maintenant, j'ai qu'une seule accélération dans les deux systèmes, je pourrais enlever mon 2, hop, voilà. Je vais dire mon accélération, tout court, c'est l'accélération angulaire fois r. Alors, est-ce que ça va pour l'instant jusque-là? Ce que je vous propose, c'est de réécrire ça sur le slide suivant. On avait donc, si je reprends mon équation en rouge, j'ai moins r t1 égale moins i alpha. Si je reprends mon équation en vert, j'avais P2 moins T2 égale MA. Et si je reprends mon équation en noir, j'avais A égale alpha R. C'est pas A2. Alors, je l'ai renommé Pareil, A puisqu'il n'y a pas de A1. Tu vois, il n'y a pas d'accélération vraiment dans mon système 1, c'est une accélération angulaire. Donc j'ai enlevé le 2 pour pas devoir le réécrire. Bah, tu aurais pu garder le 2 partout, hein, c'est pas un souci.
Et alors ici, vous voyez que j'ai comme inconnu A, alpha, T1, T2. Ça me fait 4 inconnus. Et le dernier, c'est ce que vous aviez dit au début, c'est que la tension dans ma corde, elle est identique. Que j'ai T1 est égal à T2. Pourquoi? Parce que c'est la même corde et parce que cette corde est de masse nulle. Et donc ça, c'est ce que vous aviez dit au tout début. Et pourquoi je l'ai présenté comme ça avant de dire tout de suite que c'était le cas? C'est parce qu'il y a des cas où la tension de la corde sera pas égale des deux côtés, qu'il y aura une différence. Et j'ai essayé de plusieurs manières chaque année d'expliquer quand c'est le cas, quand c'est pas le cas. Alors le cas le plus simple, c'est quand la masse de la corde est nulle. Alors là, c'est identique. Mais sinon, si vous avez un doute parfois, bah, c'est bien simple. Avancez dans vos équations et puis à un moment, vous allez être bloqué. Et là, cherchez comment vous débloquer. Alors il y a des choses évidentes comme celle-ci, que si ça tourne d'une certaine façon, ma corde va aller d'une autre façon. Mais si vous êtes encore bloqué, c'est sans doute qu'il vous manque une équation et alors rajoutez celle-ci. Mais moi, je la rajouterai toujours en dernier parce que c'est pas toujours le cas. On fera un exercice dans la fois prochaine où on vous montre vraiment quand est-ce qu'on peut dire que la tension est identique. C'est quand la masse de la corde est nulle. Ok, et donc ceci, on peut le résoudre. Ça veut dire que maintenant, moi, j'ai moins, enfin, je peux enlever le moins. J'ai RT égale I alpha. Ici, j'ai P2 moins T égale MA. Là, j'ai déjà remplacé T1 et T2. Et maintenant, je pourrais aller une étape plus loin en disant que RT, c'est égal à I. Et comme je cherche l'accélération, je vais plutôt remplacer alpha par l'accélération divisé par R. Et en dessous, ça reste P2 moins T égale MA. Je vais m'arrêter là. Comme il reste que 5 minutes au cours, je vous conseille d'aller plus loin. Je mettrai ça en ligne bientôt, sinon on le terminera demain. Demain, je reprends là, puisqu'il n'y a qu'un jour d'écart, et là, il est même déjà à 4 heures. Donc, demain, je reprends à partir d'ici, juste pour gagner un peu de temps, essayer de le faire, et tant qu'à faire, là, on est déjà bien parti, essayer de terminer l'exercice chez vous. Comme ça, vous allez plus loin. On a déjà mis les équations. Ceci, dans une quinzaine de minutes, le temps d'uploader la vidéo, ce sera comme je vous ai montré sur Moodle. Et donc, partez de là et avancez. D'accord? Ça va. Ok. Sachant que voilà, que de toute manière, je termine demain. Mais vous apprendrez plus si vous essayez de le terminer, d'avancer et de trouver tout ceci. Demain, on va passer sur un autre exercice de poulie et puis on va parler un peu justement de à quel point c'est important ou pas les poulies, est-ce qu'on peut les négliger et à quel point est-ce qu'on peut négliger les cordes. Comme ça, tous les exercices qu'on a fait pour l'instant où c'est moi qui vous dis non, bah écoutez, ici on dit que la corde c'est la même tension partout, on dit que la poulie ici elle joue pas ou que ici elle joue, ben on va faire deux exercices pour bien montrer dans quel cas est-ce que ça joue, dans quel cas est-ce que ça joue pas, pour que vous puissiez dans un phénomène de la vie de tous les jours vous rendre compte si considérer la corde ou se dire que la tension est la même partout, c'est une bonne approximation ou pas. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement ici. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions à venir demain ou quoi avec. Et surtout, moi, ça m'intéresserait d'avoir un peu votre